C'est un bilan très lourd et toujours provisoire. 40 civils ukrainiens ont perdu la vie dans une frappe russe contre leur immeuble à Dnipro. Alors que les grèves massives se poursuivent en Grande-Bretagne, le gouvernement britannique fait front face aux grévistes. Rishi Sunak a la lutte également contre un projet de loi en Écosse. La disparition d'une icône du cinéma italien, l'actrice Gina Lollobrigida est décédée à l'âge de 95 ans. Il était l'homme le plus recherché d'Italie. Le mafieux Matteo Messina Denaro a été arrêté en Sicile ce lundi après 30 ans de cavale. Le bilan de l'attaque russe contre un immeuble résidentiel à Dnipro en Ukraine continue de s'alourdir. Plus de 40 corps ont déjà été récupérés dans les décombres et 30 sont toujours portés disparus. Tous se trouvaient dans cet immeuble frappé par un missile ce week-end, dans ce qui constitue l'une des pires attaques de ce type depuis le début de la guerre. Le Premier ministre suédois, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, n'a pas mâché ses mots. Des civils innocents, y compris des enfants, ont perdu la vie ou ont été blessés dans cette attaque horrible. Alors laissez-moi être très clair, les attaques intentionnelles contre des civils sont des crimes de guerre. Les responsables de crimes de guerre devront rendre des comptes. Le Kremlin a mis 2 jours à réagir, avec son porte-parole démentant que son pays puisse être responsable de ce drame. Les forces armées russes ne frappent pas les bâtiments résidentiels ou les infrastructures sociales. Elles frappent des cibles militaires qui sont évidentes ou camouflées. Face à la menace d'une nouvelle offensive russe d'ampleur, les Occidentaux intensifient leur aide militaire à l'Ukraine. Londres et Varsovie prévoient désormais de lui fournir des chars. Moscou, de son côté, fournit des vidéos des ruines de Soledar. L'armée russe et le groupe de mercenaires Wagner affirment chacun de leur côté avoir pris la ville. L'Ukraine assure que des combats ont toujours lieu. Alors que les députés britanniques débattent d'une loi pour limiter le droit de grève, les dirigeants syndicaux manifestent devant Downing Street. Le Royaume-Uni est frappé depuis l'été dernier par un mouvement de grève de grande ampleur des cheminots au personnel de santé. Pour tenter d'y remédier, le gouvernement veut imposer aux grévistes un service minimum dans les secteurs clés. Selon le projet de loi adopté par la Chambre des communes, certains employés seraient tenus de travailler pendant une grève et risqueraient le licenciement s'ils refusent. Le Premier ministre Rishi Sunak s'est félicité sur Twitter de cette avancée. Avant Noël, j'ai promis de mieux soutenir les forces de l'ordre pour mettre fin aux manifestations perturbatrices. Aujourd'hui, ce gouvernement a tenu cette promesse. Le gouvernement de Rishi Sunak a par ailleurs décidé de bloquer un projet de loi écossais visant à faciliter la reconnaissance du changement de genre. C'est la première fois que ce mécanisme de blocage est utilisé par un gouvernement britannique. Cette loi a obtenu la majorité nécessaire au Parlement national écossais. C'est un outrage à la démocratie que le Parlement britannique cherche maintenant à renverser cela. Sur Twitter, la première ministre écossaise a dénoncé une attaque frontale sur la capacité de l'Écosse à prendre ses propres décisions sur les questions décentralisées. Ce veto du gouvernement britannique intervient 2 mois après que l'Écosse se soit vue refuser par la Cour suprême le droit d'organiser un nouveau référendum d'indépendance. Cette ville minière suédoise va déménager, bâtiment par bâtiment, pour un nouvel horizon. De nouveaux minerais ont été trouvés dans le sol et leur exploitation menace la stabilité des logements. Kiruna est située à 200 km au nord du cercle polaire. La commune s'est construite pour accueillir les travailleurs qui ont exploité une mine de fer découverte il y a 125 ans. Les habitants acceptent ce projet avec intérêt après une longue consultation pour écouter leurs souhaits. Ils veulent des endroits où se retrouver, comme une grande place, ce que nous n'avions pas. Ils voulaient aussi plus de centres commerciaux, des rues piétonnes et aussi, peut-être le plus important, un accès à la nature. Nous adorons tous la vie en extérieur. La relocalisation des 450 000 mètres carrés de logements, d'écoles, de commerces ou d'espaces de loisirs devrait être achevée d'ici 2035. L'un des bâtiments les plus sensibles demeure l'église, qui date de 1912. Il est très important de déplacer l'église, pour nous et pour la ville.
C'est très important pour les gens que l'église bouge et qu'elle ne soit pas détruite. Je pense que les habitants attendent ce déménagement, qu'ils attendent le jour où il se produira. Kiruna compte 23 000 habitants. La superficie de l'agglomération s'étend sur un territoire de la taille de la Slovénie. La ville est située dans un espace naturel protégé qui attire de nombreux touristes qui viennent voir des forêts de bouleaux, la toundra, 7 rivières et 6000 lacs. L'expansion de la mine inquiète les Samis, le peuple autochtone de Laponie, qui vit principalement de l'élevage de rennes. Le gouvernement assure qu'il compte prendre en considération leurs besoins. La diversité biologique de l'Arctique est cruciale pour les personnes sur le continent. Nous ne pouvons pas seulement dépendre de la forêt amazonienne et qu'en prétendant la protéger, se donner le droit de garder nos habitudes de consommation, d'extraction des ressources naturelles et d'engranger des profits dans l'Arctique pendant des années sans fin. L'entreprise minière en charge de l'exploitation annonce qu'elle utilisera uniquement des ressources énergétiques propres. Mais cette extraction soulève toujours des interrogations. La découverte du plus grand gisement en Europe de terres rares, ici à Kiruna, pose des questions sur l'expansion industrielle dans la zone arctique. Cela permettrait d'acheter moins de ces ressources à la Chine, mais cette extraction aura des conséquences sociales et environnementales. Il était l'homme le plus recherché d'Italie. Traqué par la justice depuis près de 30 ans, le mafieux Matteo Messina Denaro a été arrêté en Sicile ce lundi. La police l'a interpellé dans une clinique de Palerme où il était soigné sous un nom d'emprunt pour un cancer du côlon. Dernière grande figure de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, il avait été condamné à la prison à perpétuité pour plusieurs meurtres et désigné comme le cerveau des attentats contre les magistrats antimafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Ce qui s'est passé est très important d'un point de vue psychologique, car cela libère les gens et fait comprendre aux citoyens qu'ils peuvent faire confiance à l'État, qu'ils doivent rester forts et agir ensemble lorsqu'il s'agit de dénoncer les crimes mafieux. Il est important de ne jamais se rendre aux organisations mafieuses, car elles volent les espoirs et les rêves des gens et contrôlent leur liberté. Après avoir observé une minute de silence devant le mémorial de Giovanni Falcone, la première ministre italienne Giorgia Meloni a félicité les forces de police et proposé que le 16 janvier devienne une journée nationale dédiée à ceux qui luttent contre le crime organisé. Elle avait dû attendre 2018 pour décrocher son étoile à Hollywood. Et pourtant, c'est bien une légende du 7e art qui s'est éteinte ce lundi. Gina Lollobrigida est décédée à l'âge de 95 ans. Étudiante en beaux-arts, passionnée de dessin et de sculpture, elle fait ses débuts au cinéma un peu par hasard dans les années 40. Ses formes voluptueuses et son regard de braise sauront séduire. D'abord cantonnée au second rôle, l'actrice italienne sera consacrée par le succès de Fanfan la tulipe de Christian Jacques en 1952. Elle jouera ensuite avec les plus grands, de Frank Sinatra à Sean Connery en passant par Yul Brynner ou Humphrey Bogart. Après un passage aux États-Unis, elle finira par rentrer en Italie. Dans les années 80, elle revient à ses premières amours en se consacrant à la photographie et à la sculpture. Sa seule déception, ne jamais avoir trouvé l'âme sœur, avait-elle confié à Vanity Fair en 2007. L'Open de tennis d'Australie a débuté ce lundi avec les qualifications sans encombre pour le deuxième tour de l'Espagnol Rafael Nadal, du Russe Daniil Medvedev ou encore du Grec Stefanos Tsitsipas. Novak Djokovic doit quant à lui effectuer son entrée en lice ce mardi. Le Serbe fait son grand retour en Australie après avoir été expulsé du pays l'année dernière pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. C'est mon joueur préféré. Je suis vraiment contente qu'il joue cette année. C'est une bonne chose après ce qui s'est passé l'année dernière. On a vraiment besoin de lui ici. On parle moins de Covid maintenant. C'est un peu malheureux ce qui lui est arrivé l'année dernière. Et c'est bien qu'il soit de retour. Dans le tableau féminin, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek s'est d'ores et déjà qualifiée pour le deuxième tour. La Polonaise va tenter de remporter son premier Open d'Australie après 2 victoires à Roland-Garros et une à l'US Open.